amis expatriés, amis des expatriés, bonjour. Aujourd'hui, c'est thème parapluie. Pourquoi parapluie? Pas parce que c'est le déluge dehors, mais parce qu'aujourd'hui, on parle santé et protection sociale. Comment se protéger? Comment se protéger? Oui, parce que c'est le sujet du moment en France. Comment est-ce qu'on se protège? Comment évolue la sécurité sociale? On sait bien quelles sont les difficultés de la sécurité sociale en ce moment. Ça n'est pas que français et on en reparlera souvent. Explosion des coûts de la santé dans le monde, vieillissement des populations et donc remise en cause des modèles de protection sociale ou de protection santé, quels qu'ils soient, partout. Et donc, évidemment, les expatriés et les Français de l'étranger sont concernés. Les Français de l'étranger, vous avez certainement suivi en ce moment les assises de la protection sociale qui sont organisées par l'Assemblée des Français de l'étranger, qui sont une des manifestations qui montrent à quel point, devant ces évolutions économiques et socio-démographiques, la santé est remise en cause aussi pour les Français de l'étranger. Alors, pour mesurer ces évolutions, nous avons la chance, il y a l'outil du baromètre Expat Communication, vous savez, qui depuis une dizaine d'années maintenant produit 4 enquêtes chaque année avec des partenaires pour mesurer toutes les évolutions qui ont un impact fort sur les expatriés et les Français de l'étranger. Et l'enquête du printemps cette année a été portée par 2 partenaires essentiels du monde de la santé des expatriés et des Français de l'étranger, partenaires que sont la Caisse des Français de l'étranger et April International. C'est eux donc qui ont porté l'enquête sur la santé que nous avons développée au 2e trimestre. Et donc, pour en présenter les résultats, nous avons invité 3 personnes aujourd'hui. Je suis heureuse d'accueillir notre beau plateau avec une grande absente aujourd'hui. Donc, j'accueille avec plaisir Albine Henriot, Albine qui est la directrice de l'Expat Lab d'Expat Communication, donc c'est notre Madame Chiffre, Albine, qui va nous transmettre toutes ces données. Nous avons la joie aussi d'accueillir une habituée du plateau, qui est Rachida Kassi, Rachida qui est la directrice marketing et développement de la Caisse des Français de l'étranger. Et puis nous avons une grande absente, la grande absente c'est Christine Bernard, qui est la directrice offre marketing et expérience client chez April, qui a une urgence ce matin et qui peut pas être avec nous. Alors je vais essayer un nouvel exercice de style. Je vais essayer d'être aussi la voix de Christine Bernard et d'April aujourd'hui, parce qu'on avait beaucoup préparé cette intervention avec eux. Et donc j'ai pas mal d'éléments importants dont je sais que c'est ceux qu'aurait porté Christine Bernard d'April aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail de la façon dont les hausses de coûts de santé ou dont, de toute façon, les évolutions, quelles qu'elles soient, ont un impact sur les expatriés et les Français de l'étranger, je voudrais qu'on revienne sur la méthodologie, Albine, avant d'aller plus loin. Je parle justement expatriés, Français de l'étranger, tout ça n'est pas très clair. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver ? Oui, alors déjà, je vais vous donner quelques données générales sur notre enquête qui a été diffusée du 5 mai au 18 mai, donc une petite quinzaine de jours. Nous l'avons envoyée donc à notre base de données Expat Communication, qui est quand même une base assez large, mais surtout nos partenaires comme donc la CFE et April l'ont envoyée à leurs adhérents. Ce qui a donné un taux de réponse plutôt impressionnant, avec plus de 6000 réponses et un taux de complétion de 73%. Et aussi, je tenais à préciser que nos répondants ont donné beaucoup de commentaires, ce qui nous a permis d'avoir une mine d'informations. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu. Alors, donc, ça, c'est la méthodologie de l'enquête. Et on parlait persona, organisation des réponses. Comment est-ce qu'on structure les réponses de 6000 personnes avec des profils aussi variés? Oui, donc sur les 6000 répondants, nous les avons regroupés donc par persona. Donc nous avons le contrat, celui qui est en contrat local, voilà,
et qui représente 35% du panel. Le retraité, donc qui représentait là 23% du panel. Ensuite, nous avons le salarié détaché, 16%, et nous avons aussi l'aventurier, 8%, le conjoint sans emploi, 7%, le conjoint avec emploi, 6%, et autres, c'est-à-dire les VIE ou ceux qui sont partis en mission humanitaire, par exemple. Merci beaucoup, Albine. Rachida, cette photo avec la répartition par persona, elle évolue beaucoup. Oui, surtout sur ces dernières années, nous on le voit, et donc cette enquête nous le confirme une fois de plus. Je rappelle que la CFE a été créée en 78 à la base pour accompagner les entreprises qui expatriaient des collaborateurs français dans leurs filiales à l'étranger. Aujourd'hui, on voit bien que les initiatives, elles sont plutôt à titre individuel, et donc ça crée ces différents personas. Donc c'est moins l'entreprise qui expatrie, et c'est plus une évolution de vie personnelle, cette expatriation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment très fortement depuis 10 ans dans le baromètre, et que donc je lui ai dit que je représente Christine Bernard d'April International, que Christine soulignait aussi en disant c'est pas quelque chose de spécifiquement français, ce fait qu'il y ait de moins en moins d'expats d'entreprise et de plus en plus de gens qui partent sur leur initiative personnelle, c'est un mouvement qui est absolument mondial. Et dernière boucle, avant de rentrer dans le cœur du sujet de la santé, c'est la routine du baromètre. Depuis 5 ans maintenant, on mesure régulièrement, enquête après enquête, l'évolution du moral des expatriés. On a vu des grandes fluctuations dans le temps. Et c'est important de le suivre. Albine, printemps 2025, comment vont les expats? Eh bien, les expats se portent moins bien, en comparaison à la même époque l'année dernière. Donc, avec un taux de 71% pour les hommes. Comme vous voyez sur le graphique, l'année dernière, à la même époque, en juillet, il était plutôt 73%, 73 sur 100, pardon. Et pour les femmes, aussi en baisse avec 67 sur 100. Mais comme on va le voir sur la slide suivante, ce qui est surtout important de noter, c'est le moral par persona. Et là, on voit vraiment qu'il y a une forte baisse chez les retraités, chez les conjoints et chez les conjoints qui soient sans emploi ou avec emploi. Mais vraiment une baisse importante à 68 sur 100 pour nos seniors. Voilà, donc... Et alors ça, les seniors, d'habitude, c'est eux qui caracolent en tête. Et on a tendance à dire, quand on commente le baromètre, heureux comme un retraité en expat. Là, c'est pas du tout le cas. Rachida, est-ce qu'il peut y avoir un lien avec notre sujet d'aujourd'hui de la santé? Oui, complètement. Alors, je pense, depuis quelques années maintenant, la CFE s'attache à suivre un peu les besoins et les inputs en fait de nos assurés. Donc, je remercie tous nos adhérents qui ont répondu à cette enquête. On en a besoin pour pouvoir répondre de manière, conforme à ce qu'ils recherchent. Mais effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, il y a énormément de sujets autour de la sécurité sociale, et plus précisément concernant la CFE, on voit bien avec les assises de la protection sociale, tous les sujets qui sont mis en lumière de manière médiatique, un peu politique aussi. Je pense qu'il y a une corrélation à faire entre le moral des retraités en expatriation et le fait en fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne leur apporte pas réponse à leurs besoins. Donc un point qu'on va développer là dans la suite de cette intervention, il va falloir qu'on vérifie, parce qu'il ne suffit pas d'une enquête pour dire que c'est un mouvement structurel. Donc on va vérifier l'évolution du moral des expatriés et des retraités et des conjoints dans le temps, et notamment une enquête qui sort la semaine prochaine, on en reparlera, mais ce sera vraiment important pour valider cet impact et voir aussi si jamais il y a des enjeux plus économiques, plus géopolitiques, l'actualité est lourde. Revenons-en à la protection sociale, et on va construire le sujet. Protection sociale, quels sont les différents systèmes? Alors c'est une question, on pourrait y passer la journée à dire, mais
Qu'est-ce que nous ont raconté les expats sur leurs modalités avant de voir ce qu'ils en pensent et comment ils l'utilisent? Alors oui, en effet, l'enquête a révélé que les expatriés interrogés privilégiaient la combinaison CFE plus complémentaire, donc à 43% du panel. Ensuite, la CFE toute seule à 33%, et ensuite on a bien sûr l'assurance privée internationale ou l'assurance locale privée. Voilà, donc c'est vraiment les grandes tendances des choix de couverture santé pour les expatriés. Alors, et là, c'est Christine, mais chacun de nous aussi qui réagit en disant on a clairement un biais de panel sur cette enquête, parce que une grande majorité des réponses ont été faites par les adhérents de la CFE qu'on remercie. Et donc, on a refait plein de calculs derrière pour redresser les données. Ce qui est sûr, ce que nous disait Christine Bernard, c'est que la part de la CFE, en réalité, si on regarde par exemple la population des Français de l'étranger est plus restreinte, et qu'il y a une population qu'on voit très peu là, qui est celle des gens qui ne sont pas couverts. Et là, Rachida, tu peux nous dire à quel point c'est un risque majeur? Complètement. Effectivement, on pense qu'on n'en a pas besoin à l'instant T, et puis en fait, on a tendance, nous on le voit souvent régulièrement, on a tendance à se poser la question quand il est déjà trop tard. Après, ce que nous disent aussi ces chiffres, c'est que quand même, quand on est français à l'étranger, on cherche à recréer le modèle de protection sociale français, donc CFE qui est la sécurité sociale plus une complémentaire santé. On voit quand même qu'il y a 33% qui sont uniquement à la CFE. Ça peut être la lecture de personnes qui ne passent plus les questionnaires médicaux, qui ont atteint les limites d'âge, ils ne peuvent plus être couverts par des assurances privées, ou voire même qui n'ont pas de réponse d'assurance locale étrangère à leurs besoins. Donc il y a effectivement un biais, il y a effectivement toute une population qu'on n'identifie pas, mais je pense que la grande majorité, effectivement, quand on a connu le système de protection sociale français, c'est de vouloir le recréer aussi à l'étranger. Merci beaucoup. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que c'est complexe. En termes de solutions possibles, de garanties, etc. Bon, je vais te relaisser la parole, Rachida, pour parler de cette complexité, mais déjà, Albine, chiffres, est-ce que les expatriés comprennent les garanties qui leur sont proposées? Eh bien, c'est compliqué pour eux. Comme on va le voir là sur ces chiffres, déjà l'indice de compréhension des garanties qui est à 3,6 sur 5, qui n'ont pas très élevé. Donc, vous voyez que 50% estiment que certains des éléments de leur garantie ne sont pas très clairs, et que 15, je dirais même jusqu'à pratiquement 20% disent que non, c'est assez compliqué, voire ils n'y comprennent rien. Donc, bon, même si on a 29% qui comprennent parfaitement, il y a quand même un fort taux d'incompréhension. Et d'ailleurs, donc sur les éléments qui sont difficiles à comprendre pour cette partie du panel, nous avons le plafond de remboursement. Donc, qui représente 22% quand même, les couvertures spécifiques et les garanties et exclusions. Donc voilà, c'est vraiment le top 4 des éléments qui sont difficiles à comprendre d'après cette étude. Ça, c'est vraiment un des points majeurs de l'étude. Rachida, qu'est-ce qu'on peut déjà répondre à ceux qui nous écoutent et qui se disent, moi j'en fais partie de ceux qui galèrent un peu? Alors, je ne sais pas si je vais les rassurer, mais oui, le sujet de la santé, c'est complexe à comprendre, encore plus quand on est à l'étranger, parce qu'il faut, alors parfois déjà bien connaître le système français. En général, on ne le connaît pas super bien, même en l'ayant vécu et en l'ayant utilisé. Et on commence à le découvrir un petit peu en le comparant au système à l'étranger. Je suis pas étonnée en fait de voir ces chiffres-là sur le fait que les personnes ne comprennent pas grand-chose, puisque en plus, nous ce qu'on voit aussi au moment où les personnes commencent à s'y intéresser, c'est qu'on rajoute la CFE dans cette comparaison. Donc la Caisse des Français de l'étranger, c'est la sécurité sociale. Donc c'est des remboursements. C'est l'équivalent de ce que la sécurité sociale aurait remboursé en France à l'étranger. Et donc là, on a plusieurs notions. On a la notion de
combien la sécurité sociale aurait remboursé en France, déjà, on ne sait pas nécessairement, pour la transposer sur le coût de la santé à l'étranger. Donc ça, c'est des éléments qu'on n'identifie pas nécessairement si on n'a pas préparé son départ en expatriation et si on n'a pas préparé le sujet de la santé. Et puis à côté de ça, on va comparer la CFE avec la complémentaire santé, donc c'est l'offre qui va venir compléter ce qu'on appelle le reste à charge, donc c'est-à-dire ce que la CFE n'aurait pas remboursé, avec des assurances privées. Et donc les assurances privées, elles vont avoir un autre modèle de remboursement. Elles ont ce qu'on appelle des plafonds. Elles mettent en place des franchises. Donc, et elles ont plusieurs niveaux de garantie. Donc, en fonction de ce qu'elles proposent, il faut s'assurer d'être couvert pour les bons soins ou les bons actes. Donc, c'est utile. Je leur dirai, je pense, plusieurs fois au cours de cette présentation, mais c'est utile de régulièrement vérifier les contrats que l'on a souscrits et de vérifier si le contrat souscrit il y a quelques temps, il y a quelques années, il y a quelques mois est toujours d'actualité par rapport à son besoin, qui lui peut avoir évolué. Et je rajoute dans cette complexité le fait que, ce que nous dirait, c'est comme si j'avais Christine assise à côté de moi là. Ce que nous aurait dit Christine, c'est-à-dire qu'il y a aussi des garanties au premier euro, et puis les systèmes de santé locaux, tout à fait, qui sont parfois facultatifs, parfois obligatoires. Voilà, donc un paysage extrêmement complexe. Où est-ce qu'on peut s'informer pour essayer de s'y retrouver? Alors déjà, cette enquête et cette restitution est un bon démarrage en fait pour commencer à s'informer. Il y a bien naturellement le site de la CFE, www.cfe.fr, la rubrique documents clés où on a énormément de ressources et d'informations. Il y a forcément tout le site d'Expat Communication qui est très très riche en guide, en infographie, enfin voilà, en article, il y a énormément d'informations. Et puis sur Expat Communication, on le trouvera surtout dans les volets grand public d'Expat Communication, c'est-à-dire Femmes Expat. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis, de manière éphémère, en fait, on a en région parisienne, enfin sur Paris, la Maison de l'Expatriation, qui est un lieu, donc je le disais, éphémère, où quand on a un projet d'expatriation, ou pas, d'ailleurs même quand on est déjà expatrié, il y a énormément de ressources, il y a plusieurs partenaires et sponsors de cette maison. Donc c'est jusqu'au 17 juillet pour y aller physiquement, mais sinon, il y a le site internet où, pareil, il y a énormément de ressources et d'informations, et où il y a la possibilité de prendre des rendez-vous pour avoir des conseils personnalisés. Et si jamais, mettons qu'on est au mois de septembre et je me dis, tiens, en fait, je n'ai que la CFE, par exemple, il faudrait peut-être que j'ai une complémentaire ou peut-être que ma situation est changée. Comment est-ce qu'on fait? On va sur le site de la CFE? Oui, alors sur le site de la CFE, il y a toutes les informations. On peut nous contacter par mail ou par téléphone. Alors, on peut effectivement adhérer à la CFE à tout moment. Bien que je conseillerais plutôt d'y adhérer le plus tôt possible et de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Parce qu'évidemment, dans ces choses compliquées, il y a, pareil, on a parlé des exclusions, mais il y a aussi des délais de carence. Voilà, c'est compliqué, la protection sociale. Et donc, sur le site de la CFE, sur le site d'April, sur le site de Femmes Expat, vous trouvez vraiment beaucoup d'informations dans un vrai souci de vulgarisation, au sens le plus noble du terme, parce que, une fois de plus, c'est quelque chose de compliqué. Mettons qu'on ait compris comment ça marchait, mettons qu'on ait une protection, qu'on ait trouvé des contrats de protection. Albine, comment est-ce que ça se passe pour les soins sur place? Eh bien, il faut savoir que, d'après l'étude, 74% quand même des personnes interrogées ne bénéficient pas du système de santé local. Alors, 35% disent ne pas souhaiter en bénéficier. 24% ils ne peuvent pas en bénéficier, ou 15% il n'en existe pas. Donc, il n'y a que 26% qui, effectivement, en bénéficient. Alors, sur les 14% qui n'en bénéficient pas, ils privilégient tout d'abord le médecin privé local, donc à 60%. Ensuite, c'est à 23% le médecin local du système public.
et ensuite le médecin dans le pays d'origine lors d'un retour à 16%. Voilà. Et on peut noter quand même qu'il n'y a que 2% qui privilégient les consultations à distance, donc qui reste quand même assez léger, marginal, presque. Marginal, voilà. Donc un recours massif à la médecine privée. Et finalement, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport? Qu'est-ce que ceux qui ont répondu à l'enquête pensent de ce système par rapport à leur système de soins local? Alors, on a fait justement un petit zoom par pays en termes de comparaison de leur système, du système de santé local et celui d'origine. Et là, vous voyez que la Chine, la Thaïlande et les États-Unis, où sont nos expatriés, pensent que le système est meilleur. Pour un système équivalent, on a les expatriés au Liban, en Chine et en Thaïlande. Ceux qui pensent que c'est variable selon les soins ressort surtout la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'île Maurice. Et là, ce qui ressort surtout, c'est ceux qui pensent que le système est moins bon. C'est au Canada, au Royaume-Uni et de nouveau au Sénégal. Voilà, et après, bon, de façon un peu plus marginale, ceux qui n'ont jamais testé, les pays qui ressortent, c'est le Liban, le Sénégal et les États-Unis. Voilà, et donc un pays peut être dans plusieurs catégories en même temps, parce que il y en a qui, à la fois, on peut dire, il y a une partie des répondants qui dit, le système local est meilleur dans mon pays d'accueil que dans mon pays d'origine, par exemple en Chine, mais il peut aussi y avoir une population importante qui dit, c'est équivalent. Par exemple, à nouveau en Chine. Maintenant, ce qui compte, c'est les raisons qu'ils ont données. Et ça, Rachida, par l'enquête et par les retours terrain, en croisant les deux, tu retrouves beaucoup de choses que vous observez. Oui. Alors déjà peut-être sur le slide d'avant, ce qu'on peut dire, c'est peut-être qu'ils comparent le système public et le système privé. En fait, on ne sait pas trop. Forcément, le système privé peut souvent être meilleur que le système public localement. Mais dans les raisons, alors ce qu'on peut voir sur certains pays comme le Royaume-Uni ou le Canada, c'est que les délais d'attente peuvent être très longs dans le public. Peuvent être très longs. Il est compliqué d'avoir une continuité en fait dans le parcours de soins. Et on peut avoir aussi la barrière de la langue, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On peut être bilingue dans une langue et puis ne pas être en capacité d'exprimer ses mots ou de pas être rassuré. Si je prends l'exemple des Émirats, on n'est pas rassuré. Alors on est sur un système très performant privé avec des technologies de pointe, mais pas être rassuré en se disant mais est-ce que je vais vraiment être soigné pour la bonne pathologie, parce que disons-le, là-bas la médecine c'est un business, et donc pour nous Français c'est clairement pas quelque chose qu'on peut assimiler, qu'on peut comprendre. Voilà, donc c'est essentiellement les raisons qui nous sont expliquées au quotidien. Chez ceux qui trouvent que le système local est moins bon que le système français, ouais. Ce qui amène certains, et là on va voir les chiffres, à revenir se soigner en France. Albine, est-ce qu'ils sont nombreux ceux qui reviennent se faire soigner dans leur pays d'origine? Eh bien oui, une personne sur deux souhaite rentrer dans son pays pour se soigner selon les problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc là, on retrouve les raisons pour lesquelles ils retournent dans leur pays d'origine. Donc vous avez la continuité de traitement, l'accès à certains traitements ou technologies. On en revient à la confiance dans le système local, comme précisé, et les soins moins coûteux dans les pays d'origine. Voilà, donc c'est vraiment le top 4. Après, bien sûr, vous avez les meilleures couvertures d'assurance dans certains pays, mais vraiment les plus importants, c'est vraiment la continuité de traitement. On retrouve avec aussi l'accès au traitement et la confiance et les coûts. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Les raisons principales, raisons qui presque justifient l'existence de la CFE, Rachida. Ça met clairement en lumière qu'effectivement, quand on fait le choix de sa couverture santé, il faut avoir la possibilité de pouvoir rentrer et se faire soigner en France. Donc ça peut être le cas, c'est le cas de la CFE sur l'ensemble de nos garanties. Ça peut être le cas de certaines assurances privées.
Mais c'est clairement pas le cas lorsque l'on fait le choix d'une assurance locale, complètement locale. Donc ça, c'est des points où il faut faire attention. Je le redis, je vous avais dit que j'allais le dire plusieurs fois. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus demain. Donc effectivement, il faut aussi avoir la possibilité à tout moment d'avoir une solution alternative. Et de plus en plus, ça aussi je le redis, mais de plus en plus, dans plusieurs pays, on nous parle quand même de saturation des établissements de soins et donc ou des professionnels de santé, et donc c'est difficile de trouver des rendez-vous assez rapidement. Et on parlait de la continuité en niveau 1, la continuité de traitement. Clairement, pour les personnes ayant une affection longue durée, alors ça c'est un peu le plus de la CFE. Donc les affections longue durée sont donc des maladies reconnues en France, prises en charge en France à 100% par la sécurité sociale. Donc c'est pareil, hein, c'est des coûts qui sont transposés, enfin c'est des remboursements qui sont transposés en fonction du coût de la santé locale. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui ont des ALD qui nous disent mon traitement en France coûte pas cher, mais aux États-Unis, c'est 10 ou 100 fois plus cher. Donc, il y a aussi ces éléments-là, surtout si on a atteint d'une affection longue durée, de vérifier combien coûte son traitement, le même traitement qu'en France, combien il coûte à l'étranger. Parce qu'on peut avoir des surprises. Voilà, et ça, mais on voit bien qu'il y a à la fois des aspects couverture, on va dire rationnels, et puis il y a aussi des aspects émotionnels, et là qui seraient, on pourrait dire presque les mêmes, quelle que soit l'offre de soins, tout ce qui est lié à la langue, au confort, à la confiance. Et là, Christine nous disait, c'est effectivement le fait de retourner se faire soigner dans son pays d'origine, c'est pas forcément quelque chose de français. Hein. Enfin, les expatriés des autres pays vont avoir des comportements similaires. On va en arriver au sujet qui fâche, qui est le sujet, je le dis en riant, mais c'est vraiment une préoccupation majeure et mondiale, l'explosion des coûts de la santé. Que nous en disent les expatriés, Albine ? Mais oui, effectivement, 72% du panel trouvent que les prix de la santé ont augmenté. Donc 50% estiment qu'il y a eu une forte augmentation et 22% une légère augmentation, mais donc à eux deux, voilà, ça fait 72%. Il y a que 12% qui estiment que ça reste stable. Mais voilà, ils estiment que vraiment il y a une forte augmentation des coûts de la santé. Et là-dessus, quand on en discutait avec Christine Bernard d'April International, elle nous disait, et en même temps, c'est vraiment le rôle des assureurs d'essayer, de mettre en place des systèmes pour contenir les coûts. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent avoir un réseau de soins identifiés avec lesquels ils travaillent et qui s'engagent à maintenir des coûts raisonnables. C'est pour ça qu'ils travaillent avec eux. Ils peuvent aussi proposer des doubles avis. Et on a vu que la consultation à distance était pas quelque chose qui attire beaucoup les expatriés. Néanmoins, ça peut être un moyen d'avoir un double avis et donc de pouvoir baisser les coûts. Du côté de la CFE, Rachida, comment est-ce que se pose la question ? Alors, c'est indéniable, le coût de la santé, il a augmenté partout dans le monde et aussi en France. Donc, c'est pas un sujet uniquement pour les Français de l'étranger, c'est aussi un sujet pour les Français qui vivent en France. Et effectivement, on a 50% du panel qui disait avoir remarqué une forte augmentation. Oui, on est post-Covid. Forcément, donc les assurances privées ont des questionnaires médicaux, ont des exclusions de pathologies ou de limite d'âge. C'est pas le cas de la CFE, donc les cotisations CFE ont aussi augmenté parce qu'on est sur un principe de mutualisation et qu'il faut qu'on soit en capacité de couvrir tout le monde, sans exception. Merci. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on n'a pas des très bonnes nouvelles à annoncer. On essaie de gérer au mieux, on réinvente et on sent que ça tire un peu de tous les côtés en ce moment, et c'est ce que nous dit le faible indice de morale des retraités dont on parlait en introduction. Dernière question pour ce balayage de ce que les expatriés et les Français de l'étranger pensent de la santé à l'étranger. C'est la question de base. Finalement, avec tout ça, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur offre de santé, de leur couverture santé, ou pas ?
Eh bien, on note un taux de satisfaction plutôt hétérogène, comme vous le voyez sur ces données, avec des expatriés plutôt satisfaits de leur couverture santé, donc à 52%. Il y a quand même 13% qui sont très satisfaits, mais vous avez également 30% qui sont peu, voire pas satisfaits du tout. Très bien. Donc, est-ce qu'on pourrait conclure, parce qu'on en arrive à l'heure de la conclusion, Rachida, en disant que le modèle de protection sociale dont on nous dit partout qu'il est en crise dans la plupart des pays, il est en crise aussi, sans surprise, pour les expatriés et les Français de l'étranger? Oui, clairement, il est en crise partout, mais ça reste un système pérenne, j'ai envie de dire, en tout cas pour le moment. Et donc, ça reste aussi une valeur sûre. C'est ce qu'on disait, il y a quand même une grande majorité des personnes qui sont satisfaites. Donc, il faudrait comprendre pourquoi celles qui ne le sont pas, ne le sont pas. Mais voilà, moi, j'ai un seul message en conclusion, c'est effectivement qu'on démarre son expatriation, qu'on soit en projet, qu'on ait un projet d'expatriation ou qu'on soit déjà en expatriation. Faut vraiment pas hésiter, notamment sur la couverture santé, de se réinterroger, de voir les réglementations françaises et étrangères bougent beaucoup, surtout dans ce contexte actuel. Et donc, il n'est pas interdit de se réinterroger et changer de couverture s'il le faut. Donc, on s'informe, on est flexible. C'est ça. Albine, est-ce que tu as un mot de la fin pour les expatriés qui ont répondu à l'enquête? Eh bien, écoutez, déjà, je remercie beaucoup d'avoir répondu aussi nombreux à cette enquête et de nous avoir également donné des verbatim très très intéressants que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver donc la synthèse de cette enquête sur notre site Expat Communication. Et écoutez, voilà, je vous remercie de votre temps en tout cas. Merci à tous. Donc, vous pouvez retrouver la synthèse sur le site d'Expat Communication. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes particulièrement intéressé sur ce sujet de la santé des Français de l'étranger, n'hésitez pas à contacter Albine pour en savoir plus. On vous a évidemment présenté une toute petite part des résultats. On a énormément de données encore qu'on peut partager. Vous retrouvez les coordonnées de Rachida et de Christine Bernard, si jamais vous voulez remettre en question votre protection sociale. Vous avez entendu ce que martelait Rachida. Il est important de régulièrement se demander si jamais ce qu'on a décidé dans un contexte économique et familial donné il y a quelques années est toujours valable. On a vu, on vous l'a pas dit, mais que les expatriés changeaient très très peu de système. C'est peut-être pas une bonne chose. On continuera avec ces enquêtes. Vous avez vu à quoi elles servent. Vous avez vu les questions qu'on se pose sur la suite. Il y a une troisième enquête 2025 qui va sortir dans les jours qui viennent. Restez attentifs autour de l'amour, l'argent, la sécurité en expatriation. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de votre expat life? On voudra tout savoir et ça sera dans les jours qui viennent. À très bientôt à tous et bonne journée.